Ma sœur m'a pointé du doigt pendant une dispute et a dit, « Tu es la plus grande déception de cette famille. Sors d'ici. » Alors, j'ai fait mes valises et je suis parti sans un mot. 2 semaines plus tard, papa a appelé, paniqué, pourquoi le prêt n'est-il pas payé? Et c'est là que... Je m'appelle Delphine Hérault et il y a quelques mois, ma sœur s'est tenue à quelques centimètres de mon visage, m'a pointé du doigt comme si j'étais de la saleté sous sa chaussure, et a dit, « Tu es la plus grande déception de cette famille. Sors d'ici. » Elle ne l'a pas chuchoté. Elle n'a pas hésité. Elle l'a dit comme si c'était un fait que le monde entier connaissait déjà. Et le pire, ce n'étaient pas les mots. C'était la façon dont mes parents se tenaient là, à regarder, attendant que je disparaisse pour que la soirée puisse rester parfaite. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas disputé. J'ai juste fixé son doigt à quelques centimètres de mon nez et j'ai réalisé quelque chose que j'aurais dû comprendre des années auparavant. À leurs yeux, je n'étais utile que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Et à la seconde où j'ai arrêté de donner, j'ai cessé d'exister. Alors, je suis parti. Je n'ai pas fait de valise. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai simplement attrapé mes clés et j'ai quitté Beauregard en voiture, laissant l'air froid de la nuit refermer la porte derrière moi. Pendant 2 semaines, je suis restée silencieuse. Pas de texto, pas d'appel, pas même une notification. C'était comme si je n'avais jamais fait partie de cette famille. Puis mon téléphone s'est allumé. Le nom de papa. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Sa voix n'était pas calme. Elle n'était pas en colère. Elle était paniquée. « Delphine, pourquoi le prêt n'est-il pas payé? » « Un prêt? Quel prêt? » Il a continué à parler comme si je savais déjà, comme si j'étais responsable, comme si j'avais tout gâché en partant. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. La nuit où ma sœur m'a mise dehors n'était pas la fin. C'était le commencement. Avant que je vous dise ce qu'était réellement ce prêt et à quel point la trahison était profonde, assurez-vous de vous abonner, d'activer les notifications et de me dire dans les commentaires ce que vous feriez si votre propre famille vous faisait un coup pareil. Vous allez vouloir entendre la suite. Grandir à Beauregard m'a façonné de manière que je n'ai pleinement comprise qu'à l'âge adulte. La maison où vivait ma famille a toujours semblé stable de l'extérieur. Pourtant, à l'intérieur, elle fonctionnait selon des règles qui n'étaient pas écrites mais qui étaient suivies avec une constance absolue. Au centre de ces règles se trouvait Camille Hérault, la personne autour de laquelle mes parents semblaient déterminés à construire leur monde. Même lorsque nous étions jeunes, il y avait un rythme dans la maison qui tournait autour de ses besoins, de ses objectifs, de son emploi du temps et de son avenir. Enfant, les différences entre nous étaient traitées comme la preuve de ce que nous étions destinés à devenir. Camille excellait dans tout ce qui était lié à l'attention, activités d'équipe, spectacles, projets où les professeurs louaient la participation. Mes parents répétaient les mêmes phrases sur son potentiel, en utilisant le genre d'admiration qui fait que tous les autres s'effacent un peu. Je ne lui en voulais pas pour ça quand j'étais enfant. J'ai simplement appris quelle était ma place. J'étais la plus discrète, la fille qui préférait les ordinateurs, les puzzles, et tout ce qui ne nécessitait pas de se mettre sous les projecteurs. Personne ne m'a dit que mes centres d'intérêt étaient mauvais, seulement qu'ils n'étaient pas du genre à être célébrés devant les autres. Avec le temps, les réussites de Camille sont devenues la monnaie d'échange de la famille. Si elle réussissait, c'était comme si nous avions tous le vent en poupe. Si elle avait des difficultés, un silence pesait sur la maison, comme si l'air lui-même devait rester prudent jusqu'à ce qu'elle se sente mieux. Tout tournait autour du maintien de son parcours sans embûche. Je me suis adapté rapidement, sachant que moins j'occupais d'espace, plus c'était facile pour tout le monde. Cette habitude m'a suivi jusqu'à l'âge adulte avant même que je ne la remette en question. Quand j'ai commencé à explorer la technologie, j'ai trouvé une voie qui avait du sens pour moi, le codage, le design, les tâches numériques, des choses qui n'avaient pas besoin d'applaudissements pour avoir de l'importance. Mes parents ont essayé d'être encourageants, mais leur confusion transparaissait à chaque instant. Ils comprenaient le parcours de Camille parce qu'il correspondait à la structure classique, école, stage, examen, avancement. Le mien, c'était du travail à distance, des projets numériques, des clients qui communiquaient par écran interposé plutôt que par des poignées de main. Ils traitaient cela comme une phase temporaire, même lorsque c'est devenu ma direction à plein temps. Mais le vrai changement s'est produit lorsque Camille a commencé à se préparer pour la fac de droit. Mes parents parlaient de son avenir comme si le monde attendait son arrivée. Les dépenses ont commencé à s'accumuler rapidement, frais d'inscription, livres, fournitures,
petites urgences qui semblaient toujours pressantes. Chaque fois que quelque chose survenait, la solution atterrissait entre mes mains sans grande discussion. J'ai payé un ordinateur portable parce que le sien s'était cassé pendant la semaine des examens. J'ai couvert le coût du matériel d'études lorsque son compte était à découvert. J'ai fait les courses lorsque mes parents étaient à court d'argent. Chaque contribution me semblait être la bonne chose à faire à l'époque, principalement parce que personne ne me demandait si je pouvais me le permettre. Ils supposaient que je le pouvais, et je me débrouillais. Peu à peu, ces petits gestes se sont transformés en quelque chose qui ressemblait plus à une attente qu'à un soutien. Si Camille avait besoin d'une ressource, j'étais le choix logique. Si mes parents traversaient un mois difficile, ils m'appelaient en premier. Je me suis convaincu que cela faisait partie du fait d'être fiable, que les familles fonctionnent à travers des saisons inégales, et que la mienne penchait simplement dans une direction particulière. Je n'ai pas réalisé à quel point j'avais cédé de place avant de regarder en arrière et de voir clairement le schéma. Chaque demande venait avec une entente tacite que mon rôle était d'absorber les coûts, pour que le parcours de Camille reste sans heurts. Le schéma s'est maintenu, devenant si normal que le briser ne m'a jamais traversé l'esprit. La vie m'a semblé différente une fois que j'ai emménagé dans mon propre appartement près du centre-ville de Beauregard. Le calme de cet appartement m'a donné l'espace nécessaire pour voir les choses avec une clarté que je n'avais jamais eue dans la maison de mes parents. Je travaillais à distance pour 2 clients dans la technologie, m'occupant de tâches de back-end et de petits projets d'intégration. Le travail n'était pas glamour, mais il était stable. Et pour la première fois, mes revenus n'étaient liés aux attentes de personne d'autre. Je gérais mon emploi du temps, suivais mes progrès et ressentais un sentiment de contrôle qui m'avait manqué pendant des années. À mesure que ma charge de travail augmentait, ma confiance en moi grandissait également. J'ai accepté des missions en freelance, restant parfois debout tard parce que le rythme de la résolution de problèmes rendait les nuits plus légères que les jours. À chaque projet terminé, mes économies augmentaient. Je ne l'ai annoncé à personne. Garder cela privé me semblait plus sûr. Mes parents n'ont jamais vraiment compris ce que je faisais, et l'expliquer ne menait qu'à la confusion. Alors, je les ai laissés croire que c'était du simple travail d'ordinateur, rien de sérieux. Cela ne valait pas la peine de corriger. Cette indépendance aurait dû créer de la distance, mais au lieu de cela, elle a rapproché ma famille de manières inattendues. Chaque fois que les factures devenaient écrasantes pour eux, ils se tournaient vers moi sans hésitation. Au début, c'était de petites choses, une réparation de voiture inattendue pour ma mère, une facture de service public qui était passée entre les mailles du filet, un manuel scolaire que Camille ne pouvait pas se permettre. Chaque demande arrivait avec le même ton, comme si me demander était naturel, presque automatique. Je prenais en charge ces coûts discrètement, ne voulant pas créer de tension. Le schéma s'est approfondi lorsque mon père m'a présenté quelqu'un qu'il appelait un ami de confiance, un homme nommé Alain Fournier, qu'il consultait souvent pour des conseils financiers. Alain travaillait dans l'immobilier et avait l'habitude de présenter ses opinions comme si elles étaient des faits. Quand il a appris que je travaillais dans la technologie, il m'a parlé comme si j'étais une enfant qui bricolait des machines plutôt que de gérer de vrais contrats. J'ai gardé mes distances, mais mes parents l'admiraient immensément. Quand il leur disait quelque chose, ils le croyaient sans hésitation. Avec le temps, l'influence d'Alain s'est glissée dans les conversations sur l'argent. Il laissait souvent entendre que les personnes ayant des revenus flexibles devraient contribuer davantage à leur famille parce que tout le monde n'a pas ce privilège. Mon père a répété ces mots plus tard, presque comme s'il les avait répétés. J'ai senti le changement immédiatement, la façon dont la générosité s'est transformée en devoir. C'était subtil mais indéniable. Puis est venue une période où Camille se préparait pour une autre série d'examens et les dépenses se sont à nouveau accumulées. Mes parents étaient stressés et leurs appels sont devenus plus fréquents. Chaque conversation portait cette supposition silencieuse que je pouvais combler les manques. J'ai essayé d'ignorer le malaise grandissant, me convainquant que c'était temporaire. C'était plus facile que de se demander pourquoi la responsabilité me revenait toujours. Finalement, les demandes ont changé de forme. Au lieu de petites contributions, elles sont devenues plus importantes, liées à des échéances ou à des urgences qui nécessitaient des transferts rapides. Même quand j'hésitais, ils parlaient comme si la décision était déjà prise. Je me disais que les aider était la bonne chose à faire, la chose responsable, ce qu'une fille fiable devrait faire. Cette justification m'a tenu plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Je n'ai pas remarqué à quel point ils s'appuyaient sur moi jusqu'à ce qu'un après-midi, en examinant mon compte, je réalise combien j'avais donné sans qu'on me demande jamais si cela me mettait en difficulté.
La prise de conscience a été plus dure que n'importe quelle demande individuelle. Le schéma s'était développé plus vite que mes limites, et je l'avais permis. Leurs besoins remplissaient tout l'espace disponible parce que je ne résistais jamais. Au moment où j'ai compris à quel point les choses étaient devenues déséquilibrées, les attentes étaient déjà pleinement formées, et les défaire semblait impossible. La nuit où tout a basculé est arrivée sans prévenir. C'était une petite célébration que mes parents organisaient pour Camille après qu'elle ait franchi une autre étape majeure vers sa carrière en droit. La maison semblait bondée dès que je suis entré. Des décorations couvraient le salon et des parents éloignés remplissaient chaque recoin comme s'ils assistaient à une cérémonie importante plutôt qu'à une réunion décontractée. J'avais été invité par un court texto de ma mère. Rien de personnel ni de chaleureux, mais j'y suis allé quand même parce que refuser aurait soulevé des questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. Être dans cet environnement m'a rappelé chaque moment où j'avais été traité comme un meuble. Les gens se déplaçaient facilement autour de moi, offrant des hochements de tête polis avant de retourner vers Camille. Elle se déplaçait avec une confiance qui semblait grandir à chaque fois qu'elle recevait de l'attention. Il y avait une lueur autour d'elle, comme si la fierté de la famille se reflétait à travers elle plus clairement que quiconque. Je suis resté près de la table de la salle à manger, me tenant à l'écart. Ma contribution à la soirée, un sac professionnel qu'elle pourrait utiliser pour son futur travail, était posé, non ouvert, sur une chaise. Je ne m'attendais pas à une réaction spectaculaire, mais voir tout le monde la louer tout en m'ignorant du regard créait un poids dans ma poitrine que je ne pouvais pas secouer. J'ai essayé de me fondre dans le décor comme je l'avais toujours fait, mais quelque chose dans l'atmosphère rendait cela plus difficile que d'habitude. Quand mon père apportait un toast en son honneur, la pièce s'est remplie d'admiration. Les compliments fusaient de mur en mur, chacun renforçant l'idée que Camille portait seule les espoirs de la famille. J'ai applaudi comme tout le monde, gardant une expression impassible. L'attention ne me dérangeait pas autant que la supposition que ma présence comptait à peine. Pendant des années, je m'étais convaincu que rester silencieuse était une forme de paix. Mais cette nuit-là, cela ressemblait plus à un effacement. Alors que les conversations devenaient plus bruyantes, quelqu'un a mentionné nonchalamment les prêts étudiants et a plaisanté sur la façon dont Camille gérerait le remboursement une fois qu'elle aurait un emploi bien rémunéré. Le commentaire était léger, mais Camille l'a utilisé comme une ouverture pour ajouter quelque chose qui a atterri sèchement. Elle a laissé entendre que les familles fonctionnent mieux lorsque le frère ou la sœur plus capable allège la charge sans en faire toute une histoire. Le ton de sa voix portait une certitude qui montrait clairement qu'elle croyait chaque mot. Les gens autour d'elle ont ri doucement, supposant que c'était inoffensif. J'ai senti un frisson glacial me parcourir, non pas à cause de la blague elle-même, mais parce qu'elle exposait une croyance qu'ils semblaient tous accepter confortablement. Je n'étais plus surprise par leurs suppositions, mais les entendre prononcer à voix haute dans une pièce pleine de parents m'a forcé à affronter la vérité que j'avais ignorée. La tension en moi s'est resserrée lorsque Camille a légèrement tourné la tête, reconnaissant que le commentaire m'était adressé sans prononcer mon nom. Son expression ne montrait pas de colère. Elle montrait un sentiment de dû. Des années d'attente tacite se sont soudainement cristallisées en un seul instant, et l'atmosphère s'est aiguisée autour de moi. Je suis resté immobile, me tenant droite pendant que le bruit continuait autour de moi. Une pression montait derrière mes côtes alors que j'essayais de digérer avec quelle facilité il rejetait mes efforts. Chaque contribution que j'avais faite, chaque faveur financière, chaque moment où j'étais intervenu pour aider, il traitait cela comme une aide secondaire, pas comme quelque chose qui nécessitait une reconnaissance. Il comptait sur moi sans reconnaître le fardeau que cela représentait. Debout là, entouré de gens qui ne voyaient qu'une seule version de l'histoire, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la colère, pas de la tristesse, de la clarté. Le déséquilibre était allé trop loin, et son poids s'est finalement installé à un endroit que je ne pouvais plus ignorer. Cette nuit-là n'a rien brisé, mais elle a révélé à quel point tout avait été fragile depuis le début. Le changement après cette nuit ne s'est pas produit bruyamment. Il a commencé avec les pensées calmes et pratiques qui se sont glissées dans mon esprit une fois que le bruit de la fête s'est estompé. J'ai commencé à prêter plus d'attention au schéma que j'avais laissé se développer autour de moi. Chaque demande de ma famille arrivait avec urgence, et chaque contribution que je faisais disparaissait dans le silence comme si ce n'était rien de plus qu'une transaction de routine. Plus je regardais la situation, plus je réalisais à quel point le déséquilibre avait façonné mes décisions. Alors que mon travail se stabilisait, je me suis retrouvé à prendre des projets supplémentaires, non pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que l'imprévisibilité entourait mes parents et Camille comme un nuage. Je ne l'ai jamais dit à voix haute, mais je me préparais à la prochaine dépense soudaine.
La pression financière ne m'écrasait pas, mais la responsabilité planait constamment en arrière-plan. C'était comme vivre sous un goutte-à-goutte constant d'attente. Pendant ce temps, j'ai de nouveau croisé Alain Fournier. Il est apparu chez mes parents lors d'une de mes rares visites, offrant des conseils avec la même confiance qu'auparavant. Alain agissait comme s'il comprenait les obligations familiales mieux que quiconque, et il se comportait avec l'air de quelqu'un qui aimait voir les gens dépendre de ses conseils. Il avait une façon de parler qui faisait que des suggestions désinvoltes sonnaient comme des étapes obligatoires. Mes parents absorbaient chaque mot qu'il disait. Quand Alain a insinué que contribuer davantage au ménage était une extension naturelle de ma situation chanceuse, ils ont répété l'idée plus tard comme si elle venait d'eux. Écouter cela, c'était comme regarder une histoire être réécrite pendant que je me tenais tranquillement dans le coin. Alain n'était pas la cause du déséquilibre, mais il l'amplifiait d'une manière qui rendait le poids plus lourd sur mes épaules. À cette période, Camille a fait face à des défis plus difficiles dans son programme. La pression qu'elle subissait semblait se propager à toute la famille, comme si ces difficultés devenaient une crise partagée. Quand elle avait besoin de quelque chose, matériel d'études, frais, transport, mes parents me transmettaient le message sans hésitation. Leur ton n'était pas exigeant, mais il portait une attente qui semblait ancrée. Je refusais rarement car résister provoquait une tension que je n'avais pas l'énergie de gérer. Les demandes ont continué de croître, atteignant un niveau où je ne gardais plus la trace de combien je contribuais. Je me disais que c'était temporaire, une phase qui s'équilibrerait une fois que Camille aurait atteint ses objectifs. Mais au fond de moi, je sentais que le schéma se solidifiait. Ma famille s'appuyait sur moi parce que c'était pratique, pas parce que c'était juste. Pendant cette période, j'ai appris plus sur mes propres limites que je ne l'aurais cru. J'ai réalisé que la résilience peut se tordre en déni lorsque l'on s'habitue trop à porter plus que sa part. J'ai compris avec quelle facilité la générosité se transforme en obligation lorsque personne ne remet en question la répartition des responsabilités. La vérité pesait lourdement sur ma poitrine, j'avais laissé leurs besoins éclipser mes limites. Un après-midi, en examinant une série de factures pour un nouveau projet freelance, la prise de conscience m'a frappé avec une force claire. J'avais donné plus que ce que je pouvais justifier, non pas en un seul instant, mais à travers une longue série de choix qui se sont mélangés jusqu'à ce que le total semble impossible à calculer. Le déséquilibre n'était pas un accident. C'était une structure construite lentement, renforcée par des années de petits moments où je suis restée silencieuse. Debout à mon bureau, entouré par le calme de mon appartement, j'ai compris à quel point les choses avaient dérivé. Le poids de tout cela n'était pas dramatique. Il était constant, indéniable et profondément enraciné. La prise de conscience n'a pas encore déclenché d'action, mais elle s'est installée avec une clarté que je ne pouvais plus ignorer. La distance entre ce que je donnais et ce que je recevais était devenue indubitable. Le tournant s'est installé lentement, commençant par un de ces matins sans histoire où le calme à l'intérieur de mon appartement semblait plus lourd que d'habitude. J'avais jonglé avec plusieurs missions à la fois, équilibrant le travail contractuel avec quelques projets personnels, essayant de retrouver un sentiment de contrôle sur mes finances après des mois de dons constants. La charge de travail n'était pas le problème. La pression venait de la prise de conscience de la mesure dans laquelle mes efforts avaient été façonnés par l'anticipation plutôt que par l'intention. Je travaillais dur parce que je m'attendais à un autre appel, un autre message, un autre moment où l'on aurait besoin de moi avant de me reconnaître. En organisant mes dossiers ce matin-là, j'ai remarqué à quel point mes documents étaient devenus dispersés. Les paiements pour mes parents, les transferts pour Camille et les dépenses de routine se mélangeaient les uns aux autres sans aucune structure. Les trier me donnait l'impression de regarder la vie de quelqu'un d'autre, une vie vécue selon des obligations que je n'avais pas entièrement choisies. La clarté m'a déstabilisé, et je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose de plus profond n'allait pas. Pendant cette période, mon père m'a contacté plus souvent que d'habitude, mais jamais pour des questions émotionnelles. Ses appels tournaient toujours autour de la logistique, factures, échéances, manques inattendus dans leur budget. Même sans mentionner Camille directement, les demandes semblaient liées à son parcours d'une manière que je ne pouvais plus ignorer. Je sentais que le stress dans leur maison augmentait et qu'ils se tournaient vers le chemin de moindre résistance, moi. À peu près au même moment, Camille est devenue plus distante. Elle ne me contactait pas directement, mais je voyais des traces de son stress à travers les messages de ma mère. Elle parlait de longues nuits, de la pression des examens et de la peur de prendre du retard. Rien de tout cela ne me surprenait. Ce qui m'a frappé, c'est l'attente sous-jacente que ces difficultés justifiaient n'importe quel fardeau qui tombait sur les autres.
cela m'a rappelé avec quelle facilité la pression d'une personne pouvait devenir la responsabilité de tous les autres. J'ai commencé à remarquer de petites incohérences dans leurs explications, des chiffres qui ne correspondaient pas, des mentions vagues de dépenses qui ne coïncidaient pas avec des déclarations antérieures. Ce n'était pas dramatique, mais cela créait un léger sentiment de malaise. Mon intuition me disait que quelque chose était caché, ou du moins adouci, avant de m'être présenté. Je n'ai confronté personne. J'ai simplement observé, laissant la prise de conscience s'installer. À cette époque, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau par le travail, un coordinateur de système nommé Nicolas Bertrand. Il collaborait avec l'un de mes clients, et à travers nos interactions, j'ai appris avec quel soin il gérait ses propres limites. Nicolas abordait les responsabilités différemment, séparant le travail des obligations personnelles avec précision. Voir comment il naviguait dans sa vie m'a fait réaliser à quel point j'avais brouillé mes propres lignes. Son exemple n'était pas un conseil, mais il m'a poussé à réfléchir sur le déséquilibre que j'avais accepté pendant si longtemps. Au fil des semaines, la tension émotionnelle liée au poids des attentes de ma famille s'est approfondie. Je sentais le poids de manière subtile, dans la tension de mes épaules, les pauses avant de répondre aux messages, les moments où je fixais mon écran sans absorber l'information. J'ai reconnu les signes d'épuisement professionnel qui s'insinuaient, non pas à cause du travail mais de la responsabilité sans réciprocité. La tension finale est arrivée un soir où j'ai examiné mes relevés bancaires après une longue journée. J'ai calculé le montant cumulé que j'avais contribué au fil du temps. Pas précisément, mais assez pour en voir l'ampleur. Le total m'a stupéfié. Ce n'était pas le chiffre lui-même, c'était la prise de conscience que j'avais atteint ce point sans en reconnaître le coût. La générosité que j'offrais autrefois librement s'était transformée en une érosion silencieuse de ma stabilité. Debout dans la pénombre de mon salon, j'ai compris que le déséquilibre avait atteint un point où continuer sans changement briserait quelque chose en moi. La clarté était vive, constante et impossible à ignorer. Ce qui m'attendait n'était pas une réponse à un seul moment, mais la conséquence d'années passées à absorber ce que les autres plaçaient sur mes épaules. La compréhension s'est installée comme un seuil. Une fois franchi, plus rien ne semblerait pareil. Un calme lent et délibéré s'est installé en moi dans les semaines qui ont suivi, le genre de calme qui ne grandit qu'après que chaque signal d'alarme a déjà été ignoré. Je ne ressentais plus de colère. À la place, il y avait une conscience constante de la distance que j'avais laissé les choses prendre. Cette clarté s'est transformée en l'impulsion dont j'avais besoin lorsqu'une lettre de la banque est arrivée un après-midi tranquille. L'enveloppe avait l'air ordinaire, mais le libellé à l'intérieur a tout mis en lumière. Elle faisait référence à un compte lié à mon nom, un compte que je n'avais jamais ouvert, affichant un solde impayé qui m'a noué l'estomac. Il n'y avait aucun malentendu. Quelqu'un avait utilisé mon identité. La prise de conscience ne m'a pas choqué autant que je l'aurais cru. C'était comme voir la dernière pièce d'un puzzle se mettre en place. J'ai reconnu le schéma, le timing, le désespoir silencieux qui devait avoir motivé la décision. Même sans preuve encore, je comprenais qui aurait franchi cette limite, parce que la ligne avait déjà été brouillée tant de fois que la franchir lui avait probablement semblé naturelle. Les heures suivantes se sont déroulées avec une clarté aiguë. J'ai sorti tous les documents que j'avais conservés au fil des ans, relevés bancaires, transferts numériques, vieux reçus et registres de chaque contribution que j'avais faite. Les trier ne m'a pas rendu réactive ou émotive. C'était procédural, comme nettoyer une pièce que j'avais ignorée trop longtemps. Avec chaque page ajoutée à la pile, je voyais la forme complète de ce que j'avais permis. Le déséquilibre s'était transformé en quelque chose de visible, d'indéniable et de dangereusement exploitable. J'ai contacté la banque, puis un avocat. Les conversations étaient directes, fondées sur des faits plutôt que sur des sentiments. Chaque pas que je faisais me séparait davantage de la version de moi-même qui tolérait le poids de la responsabilité sans poser de questions. Ce qui m'a le plus surprise, ce n'était pas le préjudice financier. C'était l'acceptation silencieuse avec laquelle j'avais vécu, comme si ma valeur n'existait que dans la mesure où je pouvais absorber. Cette prise de conscience a eu plus d'impact que la dette elle-même. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, la vérité s'est dévoilée avec des détails précis. Le compte non autorisé avait été créé pendant l'une des périodes de haute pression de Camille, en utilisant des informations tirées de documents auxquels elle avait facilement accès chez nos parents. Les fonds étaient liés à des dépenses qu'elle n'avait pas divulguées, et le solde avait grimpé en flèche dès qu'elle avait manqué un paiement. Le voir confirmé n'a pas apporté de satisfaction, cela a apporté une conclusion. Cela a prouvé ce que je soupçonnais en silence. Même lorsque j'ai refusé de le reconnaître,
Mes parents m'ont contacté à plusieurs reprises une fois que la situation est devenue impossible à ignorer pour eux. Leur message portait un mélange de panique et d'insistance, comme si résoudre le problème était toujours ma responsabilité. Je les ai tous lus en silence. Pour la première fois, je ne me sentais pas poussé à réparer ce qui avait été brisé. Leur urgence n'avait plus de pouvoir sur moi, et la distance que j'avais maintenue me semblait enfin justifiée. Lorsque les documents officiels ont été déposés, je n'ai pas regardé en arrière. Je ne devais ni explication ni réconfort. La vérité était déjà écrite dans la trace écrite qu'ils avaient choisi d'ignorer. Couper les ponts n'a pas été un moment dramatique. C'était une décision silencieuse, façonnée par des années de déséquilibre. Je me suis éloigné non pas par vengeance, mais par instinct de survie. Dans l'immobilité qui a suivi, quelque chose d'inattendu s'est installé en moi, la paix. Pas le genre fragile que je poursuivais en restant invisible, mais un sentiment ancré d'appartenir à nouveau à ma propre vie. Le silence m'a donné l'espace pour réfléchir à ce que j'avais appris. Les limites protègent plus que les finances. Elles protègent l'identité. Une famille qui exige sans reconnaître le coup ne préserve pas l'unité, elle la consume. Et alors que j'avance, la leçon est devenue indubitablement claire. Aimer les gens ne signifie pas les porter. Et s'éloigner n'est pas de la cruauté quand rester aurait signifié perdre.